Je vais procéder aujourd'hui à une correction du sujet de culture générale d'HEC. L'intitulé était le suivant: peut-il y avoir une civilisation du désir? Alors, tout d'abord, comment peut-on définir la notion de civilisation? Dans un premier temps, civiliser le désir, c'est introduire le désir dans un processus de dénaturation, c'est-à-dire éloigner le désir de l'animalité, de la bestialité. Un désir non civilisé, à l'inverse, serait un désir déréglé, un désir resté proche de la nature, c'est-à-dire de l'animalité. Il s'agit donc d'éduquer le désir, c'est-à-dire de donner au désir une physionomie sociale. Le désir apparaît donc comme ce qui doit être éduqué, maîtrisé, inscrit dans un processus de dénaturation. La civilisation apparaît d'ailleurs comme cet art de vivre qui donne forme au désir. La civilisation peut être définie comme cet effort pour mettre en règle le désir. Elle consisterait en une sorte d'appropriation du désir par la loi, par la règle, une mise en forme du désir sous les exigences de la raison. Nietzsche écrit d'ailleurs dans Ainsi parlait Zarathustra, qu'il s'agit de transformer nos chiens sauvages, c'est-à-dire justement nos désirs bruts, contradictoires, en des oiseaux, en d'aimables chanteuses. Alors, quand on analyse le sujet d'HEC de cette année, nous pouvons constater 5 problèmes. Alors, premier problème, civiliser le désir consiste à faire du désir une sorte de réceptacle, le lieu de l'inscription, de l'apprentissage, de l'acquisition. Par conséquent, parler d'une civilisation du désir reviendrait à inscrire le désir dans la culture, c'est-à-dire le soumettre à une certaine forme de déterminisme, voire même de conformisme. Il s'agirait peut-être de dresser, peut-être même d'étouffer le désir. Ainsi, parler d'une civilisation du désir, inscrire le désir dans la culture, ce serait nier l'idée selon laquelle le désir pourrait être l'expression de la liberté et de la subjectivité. Ensuite, nous avons un deuxième problème dans ce sujet. Il s'agit d'une contradiction entre les termes du sujet. Nous avons vu qu'effectivement, civiliser le désir, c'était soumettre le désir à la loi, à la règle, lui donner une physionomie sociale. Or, il semble paradoxal de vouloir civiliser le désir dans la mesure où le désir constituerait le lieu même de la transgression. Ce serait l'interdit qui fondamentalement motiverait et nourrirait le désir. Enfin, le troisième problème, qui était un problème très important, c'était un piège effectivement dans l'analyse du sujet. Le danger était de transformer l'intitulé du sujet. Évidemment, la question n'est pas peut-on civiliser le désir, qui est un sujet d'ailleurs assez classique, mais peut-il y avoir une civilisation du désir? Alors ça ne signifiait pas effectivement qu'il ne fallait pas étudier cette idée de civilisation du désir au sens où il s'agirait d'inscrire le désir dans un processus de dénaturation, mais il s'agit surtout de ne pas confondre les deux intitulés. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'entend-on justement par cette expression de civilisation du désir? Parler d'une civilisation du désir, c'est analyser la dimension proprement sociale du désir. Au fond, d'ailleurs, n'est-ce pas autrui qui constituerait le véritable objet du désir? Le désir humain, le désir proprement humain, est anthropogène, c'est-à-dire qu'il est désir du désir de l'autre. Et ce désir humain, ce désir anthropogène, diffère du désir animal en ce qu'il porte non pas sur un objet, mais au contraire sur un autre désir. Par conséquent, pour désirer, il faut qu'au départ, il y ait une pluralité de désirs. Parler d'une civilisation du désir, ce serait montrer que les désirs humains sont orientés les uns vers les autres. Le désir n'est pas une ligne droite qui va d'un sujet à un objet, mais plutôt une ligne courbe qui circulerait entre des sujets, entre des consciences désirantes. Ainsi, parler d'une civilisation du désir, c'est aussi montrer que l'histoire humaine est en ce sens l'histoire des désirs désirés. Enfin, quatrième problème, peut-être qu'il s'agissait d'analyser la polysémie de la notion même de civilisation.
Alors c'est vrai que dans un premier temps, on peut entendre la civilisation au sens de processus de dénaturation. Civiliser le désir, c'est donner au désir une physionomie sociale, et cependant il y a peut-être un sens plus noble dans l'idée même de civilisation. Peut-être que civiliser le désir, c'est aussi montrer qu'il s'agit d'éduquer le désir, de le sublimer, et peut-être également, je pense que c'était là le cœur du sujet, montrer que la notion même de désir est intrinsèque à celle de civilisation. En fait, il ne s'agit pas de civiliser le désir, mais bien plutôt de démontrer que le désir est au cœur même de la notion de civilisation, que le désir constitue finalement à la fois le principe même de la civilisation et aussi sa finalité. Et je crois que dans cette idée résidait certainement l'un des cœurs du sujet. Enfin, le dernier piège, c'était ce fameux peut-on. Évidemment, le jour en dissertation, il s'agit d'accorder une valeur, une importance particulière au rouage, car c'est souvent dans les petits mots que personne ne pense analyser, c'est-à-dire dans ces rouages que sont condensées les problématiques, les grands enjeux du sujet. Alors, il faut se méfier effectivement de ces sujets qui commencent par peut-on, car généralement, ils proposent une fausse alternative. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se demander s'il peut y avoir une civilisation du désir ou s'il ne peut pas y avoir une civilisation du désir, mais plutôt de montrer que les deux notions sont intrinsèquement liées, c'est-à-dire que civilisation, le désir et la civilisation constituent en quelque sorte les deux faces d'une seule et même réalité. Il ne s'agit pas d'évoquer une civilisation du désir ou même de se demander s'il pourrait y avoir une civilisation du désir, mais de comprendre effectivement que le désir constitue à la fois le principe et la finalité même de toute civilisation. Finalement, est-ce que le désir ne serait pas même la condition de possibilité d'une grande civilisation, d'une civilisation digne de ce nom? Alors, ensuite, quel plan pouvions-nous suivre? Quel plan pouvions-nous adopter? Donc il ne s'agit là évidemment pas d'une correction parfaite, mais plutôt d'une proposition de démonstration. Alors évidemment, dans la première partie, j'aurais envisagé effectivement le sujet dans son sens premier, son sens un peu naïf. Peut-il y avoir une civilisation du désir au sens où il s'agirait de civiliser le désir lui-même, c'est-à-dire, comme on l'avait dit précédemment, d'inscrire le désir dans un processus de dénaturation, d'éloigner le désir de la bestialité, de l'animalité, montrer qu'un désir non civilisé, ce serait un désir déréglé, un désir resté proche de la bestialité. Civiliser le désir, c'est éduquer le désir, donner au désir une physionomie sociale, et donc le désir apparaît comme ce qui doit être avant tout éduqué, maîtrisé. Ensuite, effectivement, toujours dans cette partie, montrer peut-être que le rôle même de la civilisation, c'est précisément de préserver une sorte d'harmonie entre les sujets désirants, de surmonter ce qu'on pourrait appeler l'hétérogénéité des désirs. Justement, le propre de la civilisation, sa fonction première, serait sans doute cet effort pour mettre en règle les désirs, les soumettre à la loi, dépasser les contradictions susceptibles de menacer la société, la liberté individuelle et la liberté collective. Donc il s'agirait donc d'une appropriation du désir par la loi, par la civilisation. Ensuite, dans la deuxième partie, dans ma déconstruction, je dénoncerai cette idée, j'évoquerai ses limites, en montrant que civiliser le désir, c'est peut-être aussi d'une certaine façon soumettre le désir au déterminisme culturel, faire du désir le produit même de la culture et par conséquent remettre en question la liberté du désir ou encore l'idée selon laquelle le désir serait l'expression de la subjectivité, de la singularité. Que risque-t-on à faire du désir le produit même de la civilisation et de la culture? Nos désirs, dans ce cas, seraient influencés par des dictats sociaux, culturels, qui détermineraient à l'avance ce qui est désirable, ce qui ne l'est pas. Et le conformisme consisterait en cette attitude sociale qui justement reviendrait à soumettre nos désirs à des règles, à des normes, à des modèles qui influenceraient la mentalité collective et le système de valeurs. Ainsi, en décidant justement de ce qui est désirable et de ce qui ne l'est pas, la culture, la civilisation engendrerait une sorte d'asphyxie du désir,
une soumission passive de nos désirs aux normes et aux valeurs du groupe. Et donc, que risque-t-on? C'est la question que j'aimerais me poser dans cette deuxième partie. Que risque-t-on à faire de la civilisation le tribunal du désir? Et enfin, comment pourrait-on envisager une civilisation du désir alors même que le désir est le lieu même de l'interdit et de la transgression? Ensuite, pour terminer notre analyse, dans une troisième partie, dans la reconstruction, j'aimerais souligner tout d'abord, j'aimerais reformuler justement, comprendre différemment l'intitulé, en montrant que parler d'une civilisation du désir, ce serait rappeler la dimension proprement sociale du désir. Et c'était là le cœur du sujet. Il ne s'agit pas seulement de voir le sujet au sens de civiliser le désir, mais de montrer qu'il s'agit d'une civilisation du désir humain, donc rappeler cette dimension proprement collective du désir. Au fond, effectivement, nous l'avons vu tout à l'heure, le véritable objet du désir, c'est autrui. Le désir humain est anthropogène, au sens où le désir humain est toujours désir du désir de l'autre. Ce désir anthropogène, nous l'avions dit tout à l'heure au début de notre analyse, diffère du désir animal en ce qu'il ne porte pas sur un autre objet, mais bien plutôt sur un autre désir. Par conséquent, parler d'une civilisation du désir, c'est montrer qu'il ne peut y avoir de désir sans pluralité du désir, c'est montrer qu'à l'origine de tout désir, justement, il y a autrui. Les désirs humains sont orientés les uns vers les autres. Parler d'une civilisation du désir, c'est montrer que l'histoire humaine serait en ce sens l'histoire des désirs désirés. Ensuite, civiliser le désir, ce serait également, parler d'une civilisation du désir, ce serait évoquer plus noblement une éducation du désir qui consisterait justement à sublimer le désir, non pas à l'étouffer, non pas à le soumettre à des dictats sociaux, mais au contraire à le sublimer, à l'entourer de soins et d'attention, à l'éduquer, à lui donner une dimension proprement humaine. Et enfin, parler d'une civilisation du désir, ce serait montrer que finalement, le propre peut-être d'une civilisation, d'une grande civilisation, c'est justement d'exalter le désir, c'est-à-dire de comprendre que ce désir constitue à la fois son principe et sa finalité. Le désir, justement, serait peut-être la condition de possibilité d'une civilisation digne de ce nom. Alors, dans quelle mesure, justement, peut-on dire qu'effectivement le désir est au principe même, au cœur même de l'idée de civilisation? Tout simplement parce qu'en fait, une civilisation qui exalte le désir, ce serait une civilisation capable de s'ouvrir à la dimension du temps et plus particulièrement de l'avenir. Qu'est-ce que désirer sinon modifier le cours du temps, lui donner une orientation nouvelle? Désirer, c'est refuser le réel tel qu'il est et lutter pour ce qu'il devrait être. Le désir introduit en quelque sorte une fissure, une rupture dans le temps. Par conséquent, une civilisation qui exalte le désir, une civilisation qui fait du désir son principe, c'est tout simplement une civilisation capable de s'ouvrir à la dimension de l'avenir. Et je pense à cette phrase magnifique d'Hannah Arendt. Arendt écrit que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover.